Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir retrouvés sur Storia Voce pour un nouvel épisode des Grands Entretiens avec David Chanteran à l'occasion de la publication de son livre Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. Bonjour David Chanteran. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, rédacteur en chef de la revue du Souvenir napoléonien. Vous avez consacré plusieurs ouvrages au Premier Empire, comme Les 12 morts de Napoléon, publié il y a 4 ans chez Passé Composé. Vous signez une biographie du peintre Jacques-Louis David à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Vous revenez bien entendu sur le parcours artistique d'un créateur qui a dominé son époque au point de voir ses œuvres l'incarner dans tous nos manuels scolaires, le serment du jeu de paume, la mort de Marat, le passage du Grand Saint-Bernard ou le sacre de Napoléon, pour ne citer qu'elle. Mais c'est aussi une vie politique que vous nous faites découvrir, aspect sans doute moins connu de David. Jacobin intransigeant, initiateur de politiques artistiques, président de la Convention, menacé par la chute de Robespierre avant d'occuper la place de premier peintre de l'empereur Napoléon. Vous dessinez le portrait vivant d'une personnalité complexe, voire paradoxale, un idéaliste parfois opportuniste, égocentré et protecteur de ses élèves, et à travers lui, c'est peut-être le portrait d'une époque tout aussi contrastée que vous dessinez, alors que David a vu se succéder 5 régimes politiques au long de sa vie. Votre livre est publié par les éditions Passé Composé. Je précise à nos auditeurs qu'ils pourront se le procurer à la librairie du Musée du Louvre, qui consacre à David une très belle exposition à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Mais avant de commencer cet entretien, je vous rappelle, chers auditeurs, que si tous nos contenus sont gratuits, vous pouvez toutefois nous soutenir par un don et qu'en fonction du montant de ce don, vous pourrez bénéficier d'un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an au magazine Histoire et Civilisation. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien affiché dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avance. David Chanteran, quel est le milieu qui voit naître David le 30 août 1748 ? C'est un milieu assez modeste, même s'il fait partie d'une petite bourgeoisie parisienne. Son père fait le commerce du fer sur le quai de la Magisserie et il arrive dans une famille qui a également, du côté maternel, une certaine proximité avec le milieu artistique. En particulier du côté de sa grand-mère maternelle qui est affiliée au grand peintre Boucher. Ce qui va d'ailleurs lui conduire, lui qui va avoir des prédispositions pour le dessin, à le diriger sur cette pratique et sur ce métier parce que, tout simplement, il ne sera pas le continuateur de son père. Et pour cause, parce que ce père meurt très jeune, ou du moins lui-même aussi étant dans sa prime jeunesse, il aperçoit effectivement que cette prédisposition peut le conduire au métier de peintre. Et ce père, donc, qui connaît un revers de fortune, cherche par tous les moyens à avoir une nouvelle activité en Normandie, mais il est tué en duel, et David doit donc se contenter, si l'on peut dire, de suivre les conseils maternels. Et ça va lui être finalement très utile, parce que en ayant justement ce contact avec François Boucher, le grand peintre du rococo le conduit davantage, parce qu'il voit qu'il a des prédispositions pour cela, en direction d'un autre atelier, celui de Vien, qui est finalement le grand maître à l'époque du néoclassicisme dont David va devenir l'un des successeurs. Alors dans votre ouvrage, vous décrivez une relation difficile de David avec ce qu'on appelle l'académie, avec 4 échecs successifs pour pouvoir y entrer. Quelle est cette académie sous l'Ancien Régime et quelle est l'importance de cette institution dans la vie artistique de l'époque ? Pour qui souhaite avoir des commandes, être au centre du débat artistique et surtout pouvoir exposer au salon de peinture, il faut passer par l'académie. Ça signifie non seulement que vous devez suivre un enseignement très important qui change chaque mois, ce dont d'ailleurs David reconnaîtra le caractère un peu étrange, mais surtout, ça convient également de respecter et de correspondre exactement à la fois aux critères esthétiques et aux canons qu'on impose lors des choix, et en particulier du grand concours de peinture. Ce que vous signalez là tout à fait justement, c'est que David va espérer entrer dans cette académie. Il présente le concours à 3 reprises dans un premier temps, mais voyant ses échecs successifs, eh bien, il tente de se suicider, et il ne doit son salut qu'à son parrain, Sedaine, qui est un dramaturge en cours, qui va le lancer sur une autre opération, c'est-à-dire de décorer la maison d'une grande comédienne de l'époque, Mlle Guimard. Et quand on voit ses prédispositions, eh bien David reprend un peu goût à la vie, présente à 2 reprises le concours de peinture, et enfin, à la 5e reprise, est accepté, et donc fait le fameux voyage de Rome qui va changer complètement son regard sur la peinture. Il arrive à Rome en 1774, comme vous l'avez dit, enfin lauréat. Que va-t-il découvrir à l'occasion de ce séjour en Italie ? Alors qu'il s'en était un peu dégagé, détaché, et qu'il avait toujours affirmé, en particulier à Vien, son maître, qu'il resterait français jusqu'au bout des ongles, eh bien, le choc
culturel et esthétique qu'il rencontre à Rome est très important. Tout d'abord parce qu'il rencontre ici, à Rome, et surtout en Italie de manière plus large, des peintres qu'il ne peut pas apercevoir. Aujourd'hui, tout cela nous paraît évident, mais à cette époque, il faut bien comprendre qu'une grande partie de la production est totalement inconnue de ce côté-ci des Alpes. Donc lorsqu'il voit en particulier la peinture du Caravage, ça va être un choc important. Il le dit, son œil a totalement changé, et ce caractère, on va le retrouver très rapidement dans les premières peintures qu'il compose à cette époque-là, en particulier le fameux Saint-Roch qu'il présente pour le Lazaret de Marseille, et surtout le Bélisaire, ce Bélisaire demandant l'aumône, qui sera également une œuvre majeure dans ses premiers pas de peintre. C'est toujours à Rome qu'il présente en 1785 le Serment des Horaces. Quel va être l'impact de cette œuvre, à la fois pour la jeune carrière de David et peut-être même à l'échelle de l'histoire de l'art? C'est un véritable manifeste. Auparavant, la peinture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans quelque mouvement que ce soit, était une sorte d'évolution lente. Là, dans l'économie de moyens, dans l'austérité même de la façon dont il représente ses personnages, et surtout en évitant le plus possible de se laisser gagner par un décor ou quelque chose d'autre, eh bien David se contente de la présentation elle-même des personnages qui sont représentés vraiment avec toute leur crudité, toute leur réalité, avec au centre de la composition le père qui fait prêter serment à ses 3 fils. Sur la gauche, on voit donc les futurs Horaces qui vont combattre les Curiaces, et de l'autre, dans l'ombre, sont présentés le groupe féminin dont l'émotion va forcément toucher les spectateurs. Et ce moment de cette présentation de cette peinture en 1784-85 au Salon va permettre à David non seulement de se présenter comme le chef de file de la nouvelle génération, mais surtout va lui agréger un grand nombre de peintres qui vont devenir à la fois ses élèves et ses disciples. J'imagine que ça lui apporte aussi un grand public qui est un public plus bourgeois que noble. C'est exactement le cas parce qu'on est en train de se transformer dans cette société pré-révolutionnaire. Et David, alors qu'on a revu un peu et relu ce Serment des Horaces comme une sorte de préfiguration de ce qui allait advenir, n'en est pas encore là. En revanche, il fait partie d'un mouvement de pensée. D'abord, à la suite des différentes découvertes de Pompéi et d'Herculanum, on essaie de régénérer l'esprit et l'art de manière plus particulière, mais surtout, il s'inscrit dans ce courant des Lumières dont il va devenir l'un des représentants à travers ses pinceaux. 1789, c'est le début des événements révolutionnaires. David va embrasser le rôle immédiat du peintre du soulèvement avec une certaine radicalité. Arrive-t-on à savoir d'où vient cette radicalité? Était-il déjà acquis à des idéaux révolutionnaires avant même 1789? C'est toujours difficile de comprendre la psychologie d'un personnage, même si on l'étudie, comme c'était le cas pendant près de 2 ans et demi, et puis même précédemment, avec l'exposition du Sacre dont j'avais été l'un des commissaires adjoints. C'est toujours difficile parce qu'il y a peut-être différents faisceaux qui peuvent expliquer cet élément. D'abord, les échecs successifs à l'Académie ont peut-être donné à David un caractère, non pas de vengeance, mais au moins qui se défiait de l'Académie elle-même. La deuxième raison, et non des moindres, c'est que par ses différents enseignements successifs, il a à peu près tout connu des courants esthétiques. Et donc, il ne cherche pas à se laisser enfermer dans l'un d'entre eux. Et puis peut-être, d'un point de vue cette fois-ci plus personnel, parce qu'il a une infirmité à la joue, parce qu'il est moqué aussi par ses camarades, et parce qu'on le considère un petit peu de manière désinvolte, eh bien cherche-t-il à prendre une certaine revanche, non seulement sur la vie, mais également sur son entourage. Et la Révolution rebat les cartes. D'une certaine manière, il y a toutes les conditions pour qu'il devienne l'un des personnages clés de cette période, et c'est ce qu'il va faire. Alors quelles sont ces œuvres majeures qui sont produites entre 1789 et puis les quelques années d'après où il va devenir véritablement un homme politique? Il y a 2 œuvres importantes. D'abord, il présente le double portrait de Lavoisier et de son épouse qui avait d'ailleurs été l'une des élèves de David, ce qui compte aussi dans la commande elle-même. Mais la peinture ne sera pas présentée longtemps parce qu'on connaît le rôle que Lavoisier va jouer vis-à-vis de la Révolution. L'autre peinture, et non des moindres, c'est celle de Brutus, à qui on rapporte le corps de ses enfants morts. Ses 2 fils avaient tenté de s'opposer à sa prise de position. Et donc, sans sourciller, Brutus avait demandé, ce n'est pas le Brutus de César, là c'est un autre Brutus, qui a tenté donc de s'opposer à sa propre famille et va demander l'exécution de ses 2 fils. Donc dans la peinture, on voit ces 2 corps qui sont ramenés. Le personnage principal lui-même, cette fois-ci, est dans l'ombre, ce qui montre aussi ses tourments intérieurs. Mais de l'autre, dans la crudité de la lumière, on aperçoit le groupe féminin et les enfants qui sont frappés par cette mort terrible. Ce qui est surtout intéressant, c'est dans quel contexte ça se déroule. On est donc déjà à peu près au mois d'août, septembre 1789. La Révolution a déjà ouvert le bal, si l'on peut dire. Et surtout parce que David
envisageait de présenter les têtes des condamnés au bout des pics. Et comme les conditions avaient déjà un peu accéléré, il était impossible de le présenter au public, mais déjà il est dans cette radicalité qu'il ne va cesser ensuite de présenter. Et puis arrive le serment du jeu de paume. On lui commande cette grande toile magistrale de près de 10 mètres par 6. Il doit présenter sur la toile l'événement du 20 juin 1789. Et comme il n'a pas été directement témoin, il doit non seulement prendre des informations sur ceux qui étaient présents, mais surtout, il fait poser les différents participants dans son atelier. Or, que se passe-t-il ? Au moment où la toile est en train de se composer, elle devrait nécessiter voire 3, voire 4 ans, eh bien, la révolution s'accélérant, il est impossible maintenant de présenter ceux qui sont soit modérés, soit des traîtres à la patrie. Et parmi eux figurent Barnave, Mirabeau. Donc David doit laisser ses pinceaux, l'œuvre sera inachevée, mais elle est présentée justement à cette exposition du musée du Louvre. Tout à fait. Et dans ces visages présentés seulement sur des corps nus, finalement on voit à la fois l'atelier et la façon dont David travaillait, mais surtout les conditions dans lesquelles tout ça s'est déroulé, dans un moment où la Révolution commence à se radicaliser et à devenir celle qui va conduire à la terreur. Donc en fait, cette œuvre très importante n'est connue que par des dessins ou des gravures. Oui, et puis aussi par une œuvre achevée qui date de 1886, qui a été commandée pour figurer dans le serment du jeu de paume. Là, c'est une république triomphante, hein, nous sommes déjà dans la Troisième République, qui commande une œuvre prise à partir du dessin préparatoire que David avait composé pour que la gravure puisse être diffusée à travers la France, parce qu'il y avait eu une souscription qui avait été organisée et pour réunir des fonds importants. Mais comme ça n'avait pas été achevé, eh bien, il faudra attendre effectivement près de 80 ans, 90 ans, pour que finalement l'œuvre achevée soit présentée en couleur à partir justement de l'œuvre préparatoire du peintre Jacques-Louis David. 1792 voit l'élection à la Convention du peintre David. Cette date va inaugurer sa grande période politique, une période très active, quoique brève. Quels ont été ses principaux combats et ses principales activités politiques ? D'abord, on ne s'imaginait pas un peintre avec les difficultés, les handicaps qui étaient les siens, en particulier avec cette déformation de la joue. Il avait des difficultés à s'exprimer. Donc, pour devenir un orateur, on le voyait mal. En revanche, il va dépasser cette condition, tellement engagé, tellement enthousiaste et parfois même extrême dans ses paroles. Il monte à la tribune non seulement pour défendre son point de vue vis-à-vis des académies, qu'il demande d'écarter. De l'autre, il cherche à réformer totalement l'enseignement artistique. Il en est d'ailleurs un des bons connaisseurs. Mais surtout, il va plus loin. Et il s'intéresse à des programmes en particulier d'éducation qui outrepassent sa particularité et sa spécialité. Et en cela, il devient l'un des bras armés de Robespierre en s'intéressant à des sujets qui étaient peut-être laissés de côté et dont il va devenir à la fois l'un des défenseurs et surtout l'un des pourfendeurs très importants. Il s'implique dans des événements aussi tragiques que le procès de la reine Marie-Antoinette et il votera la mort du roi. Oui, alors non seulement il vote la mort du roi le 16 janvier et il assiste à l'exécution capitale qui suit 5 jours plus tard, il va représenter d'ailleurs aussi les différents martyrs de la Révolution. Et à la fin de cette année 1793, il participe non seulement à l'interrogatoire de la reine, mais c'est lui qui extrait les aveux du jeune dauphin qui accuse, contraint et forcé, on l'imagine, d'inceste sa mère. Donc c'est vraiment un personnage qui va aux extrêmes limites de son autorité et qui lui vaudra d'ailleurs un certain nombre d'inimitiés, à commencer par sa propre femme, qui, voyant ce caractère, lui qui avait donc épousé mademoiselle Charlotte Pécoul, eh bien son épouse s'écarte de lui, prend sous son aile ses 2 filles. Ils ont eu également 2 fils, mais qui vont rester avec leur père. Mais elle prend ses 2 filles sous le bras, elle s'éloigne de lui, elle demande le divorce, ce qui lui sera accordé depuis quelques mois, au moment où David se radicalise et se lance dans cette terreur qui sera si terrible. À lire les textes de David de l'époque, on voit apparaître une volonté de régénérer la nation par les arts. Peut-on peut-être dire que David est un précurseur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des politiques culturelles et artistiques ? Il y a de cela chez lui, c'est-à-dire qu'il préfigure un peu ce que l'on va connaître avec le ministère d'instruction publique, puis devenir le ministère de la culture à partir notamment de Malraux. Il y a de cela chez David. Il n'y a pas chez lui en revanche de caractère encore totalement déterminé. Il prend des directives, il donne des instructions, il trace des voies qui seront ensuite appliquées après lui. Mais dans cette effusion de ces mois révolutionnaires, il y a déjà des caractères, en particulier vis-à-vis de l'éducation, et en particulier aussi de l'éducation des jeunes filles, parce que lui-même, dans son atelier, a accueilli un certain nombre d'élèves féminins, ce qui était tout à fait nouveau pour son époque, et en cela, il est un précurseur tout à fait important. 1794, Thermidor, chute de Robespierre, David va être fortement
fortement inquiété en raison de ses liens avec la corruptible. Oui, alors qu'il s'était affirmé l'un des plus proches de Robespierre, il avait même affirmé à la tribune quelques jours auparavant: si toi, l'incorruptible, tu dois tomber, je serai le premier, dit-il, à boire la ciguë. Ça rappelait un petit peu sa mort de Socrate que David avait peinte juste avant la Révolution. Mais lorsqu'on apprend à la fois l'arrestation puis l'exécution de Robespierre, David s'en défend, dit qu'on a finalement mal interprété ses paroles. Il va être enfermé dans la prison du Luxembourg dans un premier temps et ensuite au Collège des Quatre Nations. Et dans cet enfermement, il revient une grande part sur ces différentes déclarations. Il essaie de se défendre vis-à-vis des accusations qui sont contre lui. Et il parvient parce qu'il évite l'échafaud, ce qui normalement aurait dû lui advenir. Mais il a surtout un défenseur important, c'est sa propre femme, qui revient à ce moment-là, qui améliore son ordinaire, qui essaie justement de le défendre. Elle va y parvenir parce qu'elle arrive à le faire sortir. Il sera d'ailleurs sous surveillance pendant quelques temps. Et entre-temps, il aura à la fois composé un des seuls paysages qu'on lui connaisse, celui de sa cellule, parce que c'est la seule chose qu'il aperçoit, le jardin du Luxembourg à proximité. Et l'autre chose, c'est qu'il reprend vraiment ses pinceaux et qu'il laisse de côté cette fois définitivement la politique. Il a vu ce que ça pouvait advenir. Pour revenir sur cette proximité avec Robespierre, à la lecture de votre livre, on voit une proximité telle que David a eu un rôle dans la mise en scène de la célébration de l'être suprême. Oui, il s'est vu confier une grande partie des grandes cérémonies de cette révolution de 92-93, et en particulier, effectivement, cette fête de l'être suprême. Mais il y a tout un ensemble, à la fois de décors, d'éléments que David compose, d'uniformes, d'habits. Bref, il est vraiment comme une sorte à la fois de décorateur dans un premier temps et d'organisateur de fêtes, qui, d'une certaine manière, ne sont plus du tout dans ses premières affectations, mais qui montrent qu'il a élargi son spectre. Il s'en souviendra d'ailleurs dans les périodes suivantes, en particulier sous le Consulat. On essaiera de réutiliser ce talent qu'il avait laissé poindre à cette époque, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus apaisée. Pour continuer sur cet enjeu de l'être suprême et aller sur la dimension spirituelle, est-ce que David a laissé des textes, a-t-on des témoignages de la relation de David avec le spirituel, Dieu, l'être suprême ? Très peu. Quand il réalise des peintures religieuses, je l'évoquais tout à l'heure, avec en particulier son Saint-Roch, où il a fait également une descente de croix, il ne fait que répondre à des commandes et il s'inscrit dans une tradition beaucoup plus large. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il représente les grands martyrs de la Révolution. Il y a dans son œil et dans ses références des éléments qu'on retrouve dans le Pelletier de Saint-Fargeau, qu'il représente sur un lit avec seulement une épée qui serait celle quasiment de Damoclès. Il y a un caractère tout à fait christique. On le retrouve encore plus peut-être dans le Marat dans sa baignoire, qu'on imagine être une descente de croix. Et de l'autre, dans la présentation qu'il fait du jeune Barras, qui, vous le savez, était victime d'un guet-apens royaliste, eh bien, on voit l'enfant qui est présenté nu avec seulement sa cocarde contre lui. Et dans tout cela, il y a une sorte de continuité à la fois esthétique et aussi culturelle qui font penser à la religion, mais qu'il a détournée. Ce que l'on sait de lui, en revanche, de manière plus personnelle, c'est qu'il s'est engagé notamment dans la franc-maçonnerie et que ce caractère est peut-être c'est un caractère, un élément qui lui correspond davantage et qui reste aussi dans l'esprit du temps. Revenons à David en prison, ou plutôt David en sortie de prison. Il est élargi sous le directoire, il reprend ses pinceaux, il va présenter les Sabines et c'est un véritable triomphe. C'est un triomphe pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est, au moment où il reprend ses pinceaux, il est accompagné par ses élèves. Et ça va énormément compter pour réaliser cette œuvre de grande envergure qui a aussi, alors c'est ça le deuxième élément très important, c'est qu'elle a une vocation, cette scène, c'est que le titre lui-même, l'enlèvement des Sabines, pourrait faire penser à un moment où on voit l'enlèvement qui est fait par les Romains des jeunes femmes qu'elles voulaient emporter dans leur domaine. Mais en réalité, la scène centrale est importante. C'est une jeune femme qui tente par tous les moyens d'éviter l'opposition des Romains et des Sabins et qui finalement, d'une certaine manière, symbolise la situation de la France de l'époque. Et comme l'œuvre est présentée en 1799-1800, elle vient à point nommé au moment où le consulat est proclamé. Elle est en écho, d'une certaine manière, à ce que Bonaparte souhaite présenter, c'est-à-dire l'unité nationale, et qu'entre les anciens révolutionnaires républicains et les ci-devant nobles, entre ces royalistes et ces révolutionnaires, eh bien, il faut une unité nationale. Et l'enlèvement des Sabines, d'une certaine manière, illustre
parfaitement cette programmation que souhaitait Bonaparte. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il met en place un élément justement programmatique et quasiment politique d'une certaine manière qu'on connaît aujourd'hui, c'est que l'exposition de ce tableau, il le fait de manière payante. Précédant même l'exposition au salon de peinture qui était public, là, il fait payer les visiteurs qui se pressent dans son atelier, à l'époque 1,80 franc, mais avec cette somme, il montre, parce que le succès est au rendez-vous, que l'artiste ne dépend plus d'un commanditaire ou de l'État, mais directement du public. Il peut donc finalement vivre de son art, et c'est tout à fait nouveau, c'est exactement dans la veine d'un Beethoven à la même époque, du point de vue de la musique. Vous avez mentionné l'arrivée du consulat. Que sait-on de sa rencontre avec Bonaparte? Quand a-t-elle lieu et comment se passe-t-elle? Justement, dans le livre, je débute le chapitre initial débute avec justement cette rencontre avec Bonaparte. C'est un moment important pour les deux hommes. Il faut bien se rendre compte qu'entre le jeune général vainqueur en Italie et l'artiste déjà bien installé qu'est David, avec le passé qu'on lui connaît, cette rencontre ne peut être finalement qu'une réussite. D'abord parce qu'il y a un respect mutuel entre les deux hommes, même si 21 ans les séparent. Ensuite, parce que David se cherche un nouveau héros après celui de Robespierre. Il faut trouver quelqu'un qui pourra peut-être faire oublier ce passé un peu lourd à porter. Et de l'autre, Bonaparte a besoin d'un grand artiste qui le valorise et qui permette à son épopée de s'incarner de façon tout à fait importante. Eh bien, les deux hommes se trouvent parfaitement. Et dès les lendemains de leur premier dîner côte à côte en décembre 1797, David invite Bonaparte à le retrouver dans son atelier. Il bénéficie d'une séance de pause de 3 heures, dont va rester un portrait inachevé. Mais c'est l'enthousiasme de David qui est formidable à ce moment-là. Lorsque Bonaparte a quitté l'atelier, il se retourne vers ses élèves en leur disant « Mes amis, cet homme est beau, il est grand, il est pur comme l'antique. Mes amis, j'ai choisi mon héros, il s'appelle Bonaparte. » Malgré cette admiration pour Bonaparte, David va renoncer à se joindre à la campagne d'Égypte. Par contre, il manifeste très tôt un intérêt pour les nombreuses œuvres d'art qui arrivent d'Italie en France. Oui, et c'est un élément qu'on connaissait peu. C'est-à-dire qu'on se demandait si, à un moment donné, après cette terreur qui avait été si marquante dans son destin, si David avait continué de s'intéresser à des questions autres que simplement picturales. Et c'est le cas avec cette arrivée des trésors et des objets venus d'Italie en particulier. Il accompagne l'opération. Ça n'est pas lui qui est à la manœuvre, mais d'une certaine manière, ça va le servir et ça va surtout lui permettre de retrouver une certaine inspiration dans ses œuvres qui vont lui permettre en particulier de créer des peintures à la fois antiques et mythologiques, dont il va beaucoup d'ailleurs tirer profit dans ce contexte de celui de cette période où Bonaparte, justement, est toujours à la manœuvre. Comment David va-t-il s'immiscer et s'intégrer dans le système consulaire puis impérial? De manière assez difficile, pour une raison simple, c'est que Napoléon, qui est ensuite arrivé sur le trône impérial, le nomme premier peintre et que David s'imagine être l'égal d'un Lebrun du temps de Louis XIV. Or, entre les deux hommes, va arriver un troisième qui n'est pas n'importe qui est Dominique Vivant-Denon, qui a justement accompagné Bonaparte en Égypte, qui a programmé les différentes publications, en particulier la description de l'Égypte, et qui, à ce titre, a été choisi comme premier directeur du Muséum, c'est-à-dire du Louvre actuel. David et Denon se connaissent très bien. D'ailleurs, au moment de la Révolution, Denon a bénéficié de la protection de David, donc il est un peu redevable. En revanche, si Bonaparte le choisit pour être à la tête de l'administration générale, c'est une sorte d'ailleurs de ministre de la Culture, c'est aussi pour contrebalancer l'ego surdimensionné et la puissance artistique de David. Donc en faisant de la sorte, il y aura un équilibre qui va s'établir, c'est ce qui va être le cas, et David va avoir un certain nombre de difficultés à atteindre directement cette fois-ci le chef de l'État, parce que Denon servira de tampon entre les deux hommes et permettra justement que le programme qui est demandé par le chef de l'État soit appliqué à la lettre, ce qui est toujours un peu délicat quand on connaît le personnage et le caractère de David. Pourriez-vous revenir pour les auditeurs de Storia Voce sur l'histoire assez extraordinaire de la peinture, de cette peinture magnifique du Sacre de Napoléon? C'est un moment capital, évidemment, parce que cette toile est peut-être l'une des plus célèbres au Louvre. D'ailleurs, c'est le deuxième tableau le plus visité après, bien évidemment, la Joconde. Et pour cause, parce que par ses dimensions, par sa symbolique de l'événement lui-même, de ce moment où un général devient un empereur, parce que la composition elle-même,
qui fait songer aux grandes peintures de Rubens, et que dans les choix qu'a fait David, en particulier d'ajouter, sur instruction bien sûr, la mère de l'empereur, certain nombre de personnages, et en particulier un personnage qui apparaît derrière Napoléon, qui est le visage de César, il y a dans tout cela un certain élément assez culte maintenant de cette toile qui avait beaucoup de difficultés à se créer, dont il a fallu d'ailleurs attendre 3 ans et demi pour qu'elle soit achevée. Mais lorsque le résultat final est présenté à Napoléon, en janvier 1808, il s'exclame devant David et devant l'assistance: « David, vous avez lu dans mes pensées. Vous m'avez fait chevalier français. » Entendez par là qu'il couronne Joséphine, et non pas qu'il s'auto-couronne comme c'était l'idée première. Et surtout, à la fin de cette visite, Napoléon aurait eu ces mots qui sont assez intéressants. Il aurait dit à David: « Ce n'est pas de la peinture, on marche dans ce tableau. » Et en cela, Napoléon montre bien que l'art néoclassique, qui était là pour sublimer et présenter les grandes scènes de l'Antiquité et de l'histoire de manière tout à fait importante, peut aussi présenter des aspects plus contemporains avec le même souffle et le même intérêt. Et donc David se voit confier, dans ce même moment de sacre, 3 autres toiles, l'une qui devait présenter l'intronisation, le moment où Napoléon prête serment dans la cathédrale de Notre-Dame, le même 2 décembre 1804, et puis ensuite 2 autres toiles, la distribution des aigles, c'est-à-dire la distribution des drapeaux aux armées. Et puis le 16 décembre avait eu lieu une grande cérémonie populaire à l'Hôtel de Ville. Pour quelle raison ces 4 toiles? Tout simplement parce que Napoléon voulait que les 4 piliers de l'Empire soient résumés: la religion, la politique, le militaire et le peuple. Or, que se passe-t-il au moment où Napoléon divorce avec Joséphine? Eh bien, David ne peut plus achever son programme qui était initial. Donc, des 4 toiles initiales qui étaient prévues, il n'y en aura que 2 qui seront réalisées. Il est contraint et forcé de le faire. Il réclame l'argent qui lui est dû. Napoléon oublie un peu la promesse qui lui avait été faite. En tout cas, David va reprendre ses pinceaux, mais sous des dimensions un peu plus modestes, et on va le retrouver davantage sur des portraits que sur ce genre de toiles qui aujourd'hui font encore l'admiration des spectateurs. Alors, au-delà de la question financière de ces toiles commandées par Napoléon, vous avez parlé de la distribution des aigles. C'est aussi une toile qui commence à marquer le début, peut-être pas d'une étoile qui pâlit, mais d'un regard un peu plus critique sur David. Oui, à cela, plusieurs raisons. D'abord parce qu'il s'est coupé d'une certaine frange d'artistes qui sont en train d'évoluer vers d'abord un pré-romantisme qui s'annonce avec des Géricault et ensuite de Lacroix, et de l'autre, une pureté de la ligne dont l'un des principaux tenants sera Jean-Auguste Dominique Ingres, qui d'ailleurs faisait partie de l'atelier de David. Bref, le maître paraît un peu dépassé, et surtout parce qu'il était très impliqué politiquement sous la Révolution, et encore plus peut-être encore avec le Consulat et l'Empire. Eh bien, on le délaisse et on lui fait finalement porter la responsabilité d'un certain nombre d'événements politiques dont il n'est plus véritablement le maître. Mais d'une certaine manière, David va continuer de peindre, mais avec peut-être moins de prestige et moins d'autorité qu'il en avait dans les périodes précédentes. La retraite de Russie va marquer le début des difficultés pour le régime impérial. Or, David va choisir de lier son destin à l'empereur à la fois politiquement, mais également artistiquement, avec la peinture des Thermopyles. Exactement. C'est une toile, ce Léonidas aux Thermopyles, qui est présenté, qui est exposé au musée du Louvre, et qui, dans d'ailleurs le cadre même de cette exposition rétrospective, n'a pas pu être déplacé pour les raisons que vous imaginez, trop vaste, trop important, trop lourd peut-être aussi à déplacer, à la différence des Sabines qui avaient été spécifiquement restaurées pour l'occasion. Mais ce Léonidas aux Thermopyles, David le porte depuis près de 10 ans. Il y a tous les aspects qui sont ici réunis. Le sacrifice, le caractère du combat ultime, le personnage de la mythologie, de ces Spartiates qui vont combattre jusqu'au dernier sang les Perses, et puis surtout parce que les épisodes contemporains finalement rattrape David lui-même lorsqu'il achève cette toile. Nous sommes en 1814-1815. Eh bien, Napoléon, comme vous l'avez rappelé, qui a été défait en 1813 et surtout en 1814, ayant été contraint d'abdiquer une première fois à Fontainebleau, eh bien, lorsqu'il revient, il voit la toile finale et il est tout à fait stupéfait de voir que eh bien, cet épisode de l'Antiquité n'est pas sans rappeler la condition et la façon dont lui-même, Napoléon, a dû combattre des coalisés
avec des effectifs bien moindres que ses adversaires. C'est également à l'occasion de cette période des 100 jours que, si je puis dire, David va achever de se compromettre. Il va signer l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. C'est un moment important parce que lui qui était régicide, doublement régicide à la fois pour le roi Louis XVI et puis pour la reine Marie-Antoinette, eh bien, en signant cet acte additionnel aux constitutions de l'Empire, eh bien, il met un terme final à son choix politique parce qu'il signe un document dans lequel figure en bonne place le fait qu'il ne faudra plus qu'un jour les Bourbons montent sur le trône. Or, que se passe-t-il après la défaite de Waterloo et le départ de Napoléon du palais de l'Élysée le 22 juin 1815 ? Eh bien, tout simplement que Louis XVIII va revenir au pouvoir une seconde fois. Et là, eh bien, d'une certaine manière, David a signé son arrêt de mort. Il ne va pas être exécuté, mais ça va être l'exil. Dans un premier temps, il s'envisage, et il envisage avec son entourage de partir vers l'Italie, qui était un lieu qu'il connaissait bien pour y avoir vécu au moment de son Grand Prix de Rome. Et puis surtout parce que il a un certain nombre d'amis qui s'y sont installés, et en particulier les Bonaparte, qui vivent autour du pape. Et malgré les difficultés qui ont été rencontrées par Pie VII vis-à-vis de Napoléon, les Bonaparte vivent en toute quiétude en Italie, en particulier dans la cité éternelle. Mais pour David, ça va être impossible à faire. Donc, contraint et forcé, il va choisir de s'installer à Bruxelles, et entouré de quelques élèves, il va reprendre ses pinceaux dans des compositions beaucoup moins ambitieuses, à une exception près. Cet exil bruxellois est finalement assez heureux pour David. Oui, c'est un moment où il ne se contente plus de regarder ce qui se passe autour de lui, mais surtout, il se réserve uniquement pour son art. Et c'est un élément important parce que pendant très longtemps, il a cherché par tous les moyens à courir après les honneurs, à avoir des biens importants, à chercher à ce que les factures lui soient réglées. Là, cette fois-ci, finalement, il ne fait que répondre à quelques commandes et de manière beaucoup plus simple, telle qu'il l'avait connu avant 1789, eh bien, on retrouve le David des premières années. Donc, il va composer des œuvres à la fois aimables, comme quelques compositions mythologiques, où on retrouve sa patte des premiers temps, et puis aussi quelques portraits des personnes qui sont en exil à ce moment-là autour de lui à Bruxelles, à commencer par Sieyès ou par exemple Lenoir, le fameux directeur des monuments François. Bref, des gens qui ont choisi, contraints ou forcés, de se retrouver en exil à Bruxelles et qui, d'une certaine manière, partagent un même destin. Mais ce qui est intéressant chez David, c'est qu'un moment va marquer aussi son esprit avant même sa fin de vie, c'est l'annonce de la mort de Napoléon, et ça va être un moment très important dans cet exil bruxellois. Laissez-moi où je suis, je ne demande rien, je ne voulais que la tranquillité, je l'éprouve, je suis content. Adieu, ubi bene ibi patria, où est le bien, là est la patrie. David n'a jamais cherché à revenir en France, le projet ne s'est jamais concrétisé ou a été évoqué. Ça a été un peu évoqué, mais ça ne s'est jamais concrétisé pour deux raisons. La première, c'est que les personnes qui prenaient la défense de David à Paris étaient trop impliquées, effectivement, dans l'épisode napoléonien, donc leur parole ne portait plus autant qu'elle l'aurait pu auparavant. Et puis surtout, David semble ne pas y tenir lui-même. Il a trop d'adversaires sur place, il ne sait pas comment la politique peut tourner, et d'une certaine manière, il profite de cette quiétude pour réaliser un certain nombre d'œuvres, et en particulier à partir de 1821, lorsqu'il apprend la mort de Napoléon en juillet, eh bien, enthousiaste et ému à la fois, il cherche à réaliser ce qu'il avait commencé à Paris et qui n'avait jamais été achevé, c'est-à-dire une réplique du grand tableau du Sacre. Il bénéficie pour cela d'un certain nombre d'élèves à ses côtés, en particulier son disciple Georges Rouget, qui d'ailleurs illustre la couverture du livre Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. Et avec Rouget, eh bien, ils vont réaliser en 1 an et demi, ce qui paraissait d'ailleurs inimaginable, une réplique parfaite du tableau du Sacre pour répondre à une commande de mécènes américains. Le tableau, bien évidemment, rencontre un grand succès parce que l'original, à l'époque de la Restauration, ne peut pas être exposé à Paris. Donc cette toile réplique du Sacre va être présentée un peu partout, à la fois à Londres, ce qui est d'ailleurs très surprenant, donc de manière plus générale en Grande-Bretagne, et puis ensuite aux États-Unis, où cette tournée va montrer que le talent de David n'a pas perdu de son intérêt, et que ça va lui valoir d'ailleurs un certain nombre de commandes jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'en 1825. C'est aussi à Bruxelles qu'il réalise peut-être un de ses derniers grands chefs-d'œuvre, Mars et Vénus. Oui, c'est un tableau qui est d'ailleurs assez surprenant. Oui, tout à On fait. n'imagine pas un artiste qui est alors âgé de près de 76 ans avoir cette fraîcheur d'esprit et cette composition aussi originale. Ce qui était très étonnant, c'est qu'en tant que maître établi, on aurait pu s'attendre à ce qu'il répète indéfiniment à la fois les mêmes éléments esthétiques et se retrouve un petit peu dans les mêmes éléments. Là, ce qui est tout à fait nouveau, c'est qu'il regarde ce que ses propres élèves ont fait.
à commencer d'ailleurs par Ingres, qui présente ses odalisques depuis tellement longtemps et qui montre que cette évolution doit conduire à justement une autre régénération de l'art. Eh bien, en reprenant l'enseignement de ses propres élèves, ce qui est tout à fait étonnant, eh bien David présente cette composition où on voit un Mars triomphateur mais assez doucereux vis-à-vis d'une Vénus qui est à ses côtés, et ces trois grâces qui ont des accents que ne renieront pas ensuite les peintres pompiers. Donc d'une certaine manière, David annonce les décennies suivantes. Après son décès à Bruxelles en 1825, comment la nouvelle de sa mort est-elle accueillie à Paris par ses élèves, par les politiques ? Elle est accueillie diversement. D'abord parce que, comme souvent, après la mort d'un grand personnage, ou du moins d'un grand artiste en l'occurrence, on va redécouvrir son art, qui était un petit peu caché, même si l'État français, en particulier avec Charles X, et à la fin déjà du règne de Louis XVIII, avaient tenté par tous les moyens, ce qu'ils avaient commencé à faire, d'acquérir ces grandes toiles qui avaient marqué justement les décennies précédentes. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'au moment où on annonce la mort de David, eh bien, ses anciens élèves, et même ceux qui ne l'ont jamais connu, présente des couronnes de laurier dans la cour de l'école des Beaux-Arts, ce qui montre bien que David finalement n'a pas été oublié malgré ses 10 années d'exil. L'autre élément intéressant, c'est que alors qu'il cherchait par tous les moyens à revenir, ou qu'au moins sa dépouille soit installée au cimetière du Père-Lachaise où reposait depuis quelque temps le corps de son épouse, eh bien David n'aura pas cet insigne honneur. Il va être inhumé à Bruxelles, et ce qu'on accordera seulement, c'est que son cœur puisse rejoindre le caveau familial, mais le corps de David est toujours à Bruxelles, où il repose depuis 1825. Ce qui est intéressant surtout, c'est comme une sorte de pied de nez, David, qui avait tellement marqué les esprits, a choisi, mais c'est évidemment le hasard, de mourir à une date tout à fait symbolique, le 29 décembre, qui correspond, comme par hasard, à la Saint-David. Vous avez consacré dans votre ouvrage de très belles pages à l'atelier de David et à l'importance de son rôle de transmetteur et de mentor pour toute une génération de peintres. Pourriez-vous revenir un petit peu sur cet élément ? Oui, c'est un élément très important aussi parce que autant on peut se considérer avec un personnage face à nous qui peut être considéré soit comme opportuniste, soit comme changeant vis-à-vis des courants de pensée ou de la politique. Vis-à-vis de ses élèves, il n'a jamais changé, et surtout, il a été très attentif à la fois à leur art, mais également à leurs différentes attributions et à leur poste. Il y a quelques exemples d'artistes qui pouvaient devenir professeurs. Il a poussé justement leur présence dans les institutions importantes. De l'autre, lorsqu'il voyait qu'un artiste se dirigeait de manière tout à fait impropre, eh bien, il prenait directement les pinceaux, et au lieu de donner uniquement des conseils, eh bien, il montrait directement sur la toile ce qu'il fallait faire, ce qui a aussi beaucoup contribué à le rendre populaire vis-à-vis à la fois de ses disciples, mais également de tous les artistes qui ensuite vont se réclamer finalement de son art, qui est à la fois néoclassique, mais également pré-romantique, ce qui en fait un personnage tout à fait important. David Chantrane, quel est l'héritage artistique de David, et peut-on faire l'histoire de la perception du regard du public sur son œuvre ? Si l'on cherche des héritiers directs de David, je l'ai rappelé déjà avec Ingres, on va chercher davantage du côté des réalistes et des hyper-réalistes. De l'autre, ce qui est intéressant aussi dans son art du portrait, c'est qu'il y a cette douceur qui va appartenir à la dernière version du David des années 1814-1825, c'est-à-dire de la fin de l'Empire jusqu'à la fin de ses jours, qu'on va retrouver en particulier chez un Renoir, par exemple, parce qu'il y a des accents qui s'intéressent au quotidien des personnages, qui s'intéressent également à leurs aspects les moins évidents, tels qu'on les représentait à la fin du XVIIIe siècle. Et dans cette veine-là, David a énormément inspiré, notamment justement ces artistes de la fin du XIXe siècle qui ont redécouvert son art et qui ont pu également non seulement s'en inspirer, mais également assumer cet héritage qui était si important à l'époque. David Chantrane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre Jacques-Louis David, l'empereur des peintres, est publié chez Passé Composé. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Storia Voce sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.